Imagine. Vous ouvrez les yeux et rien autour de vous ne ressemble à ce que vous connaissez. Plus de murs blancs, plus de lumières électriques, plus de téléphones posés sur la table de nuit. Seulement une odeur de fumée, un vent froid et le craquement sourd d'un feu qui brûle quelque part, tout près. Votre cœur se met à battre un peu plus vite, parce que vous sentez, sans pouvoir vous l'expliquer, que vous n'êtes plus dans votre époque. Ici, le sol n'est pas lisse. Il est dur, irrégulier, couvert de poussière. L'air est épais, chargé d'une odeur de bois brûlé et d'animaux. Et, au loin, vous entendez un son que vous n'avez jamais entendu dans votre vie moderne. Le pas lourd d'un cheval, le choc métallique d'une lame qu'on affûte, des voix qui parlent dans une langue rugueuse, presque chantée, que vous ne comprenez pas. Alors une question vous traverse l'esprit, une question simple, mais terrifiante. Où suis-je? Et pourquoi ce monde semble-t-il vieux de plusieurs siècles? Vous vous relevez lentement, votre tête tourne un peu, l'air est froid, humide, vos vêtements ne sont plus les vôtres. Vous portez une tunique rêche, quelque chose de lourd, qui gratte la peau. Et quand vous avancez d'un pas, vous réalisez que vos chaussures ne sont plus des baskets. Elles sont faites de cuir épais, mal cousu. Un sentiment étrange vous envahit, un mélange de peur et de fascination. Parce qu'au fond de vous, une idée commence à prendre forme. Vous êtes peut-être au Moyen Âge. Et si c'était vrai? Comment survivre dans un monde où la plupart des gens n'ont jamais vu quelqu'un comme vous? Un monde où l'inconnu fait peur? Où la maladie rôde? Où une simple rumeur peut vous mettre en danger? Où l'on vous juge, non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous semblez être? Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, de quel pays vous écoutez cette histoire? Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent ceux qui voyagent avec moi dans le temps. Prenez une inspiration. Laissez la peur se calmer. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est un monde brutal, surprenant, vibrant, parfois beau, parfois cruel. Un monde où chaque instant peut changer votre destin. Un monde où l'on vit au rythme du feu, du fer et de la peur des ombres. Bienvenue. Votre voyage au cœur du Moyen-Âge ne fait que commencer. Lorsque vous ouvrez les yeux pour de bon, l'air froid pique votre peau comme une caresse glacée. Pendant une seconde, vous pensez encore être dans votre lit, peut-être après un rêve étrange. Mais très vite, votre corps comprend quelque chose avant même que votre esprit n'arrive à le formuler. Vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes seul, étendu sur un sol rude, couvert de terre et de petites pierres qui appuient contre votre dos. Votre première pensée est confuse, presque enfantine. Ce n'est pas normal. Ce n'est qu'après quelques secondes que vos sens commencent à travailler ensemble, lentement, comme si le monde lui-même se dévoilait par couches. La lumière est faible. Elle vient d'une ouverture au-dessus, peut-être un petit trou dans un toit, peut-être une fissure dans une vieille planche. Le soleil y filtre en lignes pâles, comme un souffle timide. Autour de vous, il n'y a ni peinture, ni mur lisse, ni plafond moderne. Seulement des planches de bois brutes, gonflées par l'humidité, et quelques poutres noircies par la fumée. Puis l'odeur arrive. Une odeur brute, lourde, presque vivante. Mélange de fumée, de terre mouillée, de sueur, de tissus humides, et de quelque chose d'animal, difficile à nommer. Votre nez se plisse instinctivement. Ce n'est pas l'odeur de votre monde. C'est une odeur de survie, une odeur ancienne, comme si chaque centimètre de cette pièce appartenait à une époque où l'on ne lavait rien souvent. Vous essayez de vous relever. Votre main touche le sol, mais il est froid, irrégulier, et une poussière sèche se colle à votre peau. Le simple geste de vous mettre assis semble étrange, parce que vos vêtements ne vous obéissent pas comme d'habitude. Vous regardez votre corps, ce ne sont plus vos habits modernes. Vous portez une longue tunique de tissu rêche, couleur terre, qui gratte légèrement comme si elle avait été lavée dans un ruisseau boueux. Vos jambes sont enveloppées dans un pantalon large et grossier, retenu par une ceinture en corde. Vos chaussures, ou ce qui semble être des chaussures, sont des morceaux de cuir assemblés à la main. Vous sentez alors une petite goutte d'inconnu glisser dans votre esprit. Une pensée qui fait battre votre cœur un peu plus vite. Quelqu'un m'a changé, ou quelque chose m'a transporté. Vous vous redressez complètement, et vos yeux commencent à explorer l'endroit. Il n'y a presque rien. Pas de lit, pas de matelas, pas de couverture douce.
Seulement une botte de paille écrasée, une vieille jarre en terre cuite, un seau, des outils dont vous ne comprenez pas tout de suite l'utilité. Ce lieu, vous ne le connaissez pas. Mais il porte en lui une vérité silencieuse. Il est ancien. Très ancien. Soudain, un bruit vous tire de vos pensées. Un bruit lourd. Un pas, puis un autre. Comme si quelqu'un marchait juste derrière la porte. Votre cœur se contracte. Ce n'est pas une inquiétude légère. C'est une peur viscérale, primitive, comme celle d'un animal surpris, loin de sa tanière. Vous regardez autour de vous pour trouver un objet, n'importe quoi, qui pourrait servir de défense. Mais il n'y a qu'un petit bol en bois et un bâton court, rien qui pourrait réellement vous protéger. Le pas s'approche encore. Puis une voix s'élève, une voix rude, profonde, parlant une langue que vous reconnaissez à peine. Ce n'est pas du français moderne, ce n'est pas de l'anglais, ce n'est rien que vous pourriez placer dans les langues que vous connaissez. C'est une langue vieille, pleine de sons secs, de mots qui semblent rouler comme des pierres. Vous sentez votre ventre se serrer. Je ne comprends rien. Comment vais-je parler à ces gens? Que vont-ils penser de moi? La porte grince. Elle ne s'ouvre pas encore, mais elle bouge légèrement comme si quelqu'un vérifiait si vous étiez réveillé. Votre esprit tourne à toute vitesse. Dans le monde moderne, rencontrer un inconnu n'est pas un problème. Mais ici, dans ce monde étranger où l'on se méfiait des voyageurs, où la peur de l'inconnu guidait souvent les décisions, vous comprenez que vous pouvez être en danger simplement en existant. Parce qu'ici, un étranger n'est pas juste un visiteur. Il peut être un vagabond, un fou, un espion, ou pire encore, dans l'esprit de beaucoup, un messager du mal. Le pas s'éloigne finalement. La voix disparaît. Un souffle de soulagement traverse votre poitrine. Vous vous levez lentement et approchez la porte. Votre main glisse sur le bois rugueux. Vous l'entr'ouvrez juste assez pour voir dehors. Et là, vous réalisez quelque chose d'encore plus troublant. Vous n'êtes pas dans une maison moderne. Vous êtes dans une petite cabane de bois, posée au milieu d'un village rudimentaire. Les toits sont en chaume. Les murs sont faits de bois et de terre. De la fumée s'échappe d'un trou au sommet de chaque habitation. Des poules courent dans tous les sens. Des cochons fouillent la boue. Des enfants pieds nus jouent près d'un puits. Des femmes lavent du linge dans des seaux. Des hommes affûtent des outils, réparent des filets, portent des sacs trop lourds. Tout semble réel, douloureusement réel. Et sur un petit chemin, deux hommes vous regardent. L'un porte une tunique sombre et une hache posée sur l'épaule. L'autre tient une fourche, comme un outil de ferme. Mais dans leurs yeux, ce n'est pas de la curiosité qu'on voit, c'est de la méfiance. Vous reculez instinctivement. Vous savez alors que votre première bataille n'est pas contre la faim, ni contre la maladie, ni contre le froid. Votre première bataille sera contre la peur des autres. Parce qu'au Moyen-Âge, un étranger pouvait être accusé de tout et de rien. Un simple regard différent, un geste mal interprété, un mot étrange, et l'on pouvait se retrouver attaché à un poteau, jugé, humilié devant tout le village. Vous refermez la porte doucement. Votre cœur frappe dans votre poitrine comme un tambour. Votre souffle est court. Mais au fond de vous, une force calme commence à naître. Une petite voix douce et grave vous murmure « Reste calme. Observe. Adapte-toi. Tu n'as pas le choix. » Vous regardez encore une fois cette pièce simple où vous vous êtes réveillé. Cette pièce devient votre point de départ, votre première base dans ce monde ancien. Un monde où la vie est rude, mais vivante. Un monde où chaque geste compte. Un monde où vous devrez apprendre vite, ou disparaître dans l'ombre. Vous inspirez profondément. Le voyage commence vraiment. Mais ce que vous venez de vivre n'est que la première étape. Car les odeurs, la saleté et le choc des sens ne tarderont pas à vous frapper avec une force encore plus grande. Lorsque vous osez ressortir de la petite cabane où vous avez ouvert les yeux pour la première fois, quelque chose vous frappe immédiatement. Pas une pierre, pas un cri, pas un outil qu'on aurait lancé sur vous. Non, quelque chose de bien plus puissant, bien plus envahissant. Une chose que personne ne peut éviter ici, l'odeur du Moyen-Âge. Elle vous encercle comme un mur invisible, une odeur lourde, épaisse, presque vivante. Une odeur qui colle aux vêtements, à la peau, aux cheveux. Un mélange étrange, impossible à recréer aujourd'hui, parce qu'il est fait de tout ce que vous ne sentez plus dans le monde moderne.
la fumée des feux. Le cuir humide, les animaux, la sueur humaine, la boue, le bois mouillé, la nourriture qui cuit lentement dans des pots en terre. Vous plissez les yeux, surpris par la force de cette atmosphère. Votre gorge se serre un peu. Vous tentez de respirer doucement, mais l'air ici a un goût particulier. Il est plus dense, plus brut. Il n'a rien de propre, rien de pur. Il n'a rien de vos respirations modernes, filtrées, contrôlées, conditionnées. L'air du Moyen-Âge est vivant. Il porte des particules que vous ne pouvez pas voir. Des résidus de fumée, des cendres, des poussières, des odeurs d'animaux qui passent près de vous. Des vapeurs de nourriture et de sueur qui s'échappent des maisons. Et vous réalisez quelque chose. Ici, l'odeur n'est pas un simple détail. Elle raconte l'histoire du village. Elle vous montre la vérité de la vie à cette époque. Vous observez autour de vous. Les maisons sont proches les unes des autres, parfois à peine séparées par un mince passage de terre. Entre elles, il y a des poules, des chiens, des chèvres. Parfois même, un cochon qui fouille dans un tas de déchets. Les gens vivent avec les animaux, partagent l'espace, le sol, parfois même la chaleur. Votre regard s'attarde sur une femme qui porte un panier rempli de linge. Elle traverse le village en marchant lentement, comme si le poids du panier était normal. Comme si ses bras avaient appris à supporter des charges que vous ne pourriez pas soulever sans grimacer. Elle s'arrête près d'un seau, plonge les mains dans l'eau froide et frotte un tissu. Vous vous approchez un peu, curieux. L'eau est trouble. Le savon n'existe presque pas ici. On utilise de la cendre, parfois des plantes, des herbes qui moussent légèrement si on les écrase bien. Vous observez ses gestes. Ils sont précis, rapides, habituels. Elle a vécu toute sa vie ainsi. Sa peau est sèche, ses ongles courts, ses mains rouges à cause du froid et du frottement. Des détails qui montrent une vérité simple. Ici, le corps est un outil. Il travaille sans pause. Alors qu'elle frotte le linge, un enfant passe près d'elle, pieds nus, les jambes couvertes de boue sèche. Vous regardez ses pieds avec étonnement. Il ne semble pas gêné. Il marche avec l'assurance de quelqu'un habitué à la terre froide, aux cailloux, aux plaies qui cicatrisent lentement. Il rit en courant après une poule qui s'enfuit en battant des ailes. Une idée vous traverse soudain. La maladie. Elle vous tombe dessus comme un poids. Dans votre monde, elle est surveillée, contrôlée, soignée, souvent évitée. Ici, elle est partout. Vos yeux glissent vers un homme assis devant sa maison. Son bras est entouré d'un tissu sale. On dirait une blessure mal guérie. Le tissu est taché. Et vous imaginez l'odeur qui doit s'en dégager si vous étiez assez proche pour la sentir. Sa peau est pâle, ses lèvres un peu sèches. Il respire lentement, comme quelqu'un qui lutte contre quelque chose depuis plusieurs jours. Vous sentez un frisson courir dans votre dos. Dans votre époque, une petite blessure se soigne avec un peu de désinfectant. Ici, ce même coup, la même coupure, peut devenir une menace réelle, une menace silencieuse, une menace qui ronge, qui infecte, qui détruit. Parce que l'hygiène, ici, n'est pas un réflexe. Elle n'est pas une règle. Elle n'est même pas une idée claire dans l'esprit des gens. Ils vivent comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Et pour beaucoup, se laver trop souvent rend malade. Une croyance étrange pour vous, mais normale pour eux. Vous avancez encore un peu dans le village. Un homme passe près de vous. Il porte un sac en toile, sûrement rempli de céréales ou de racines. Il vous jette un regard court, méfiant, avant de détourner les yeux. En passant, il laisse derrière lui une odeur de sueur forte, presque acide. Vous sentez votre estomac se contracter. Vous ne jugez pas cet homme. Vous réalisez simplement une chose. Les odeurs du Moyen-Âge ne sont pas des défauts. Elles sont le résultat d'un monde sans eau chaude, sans produits nettoyants, sans savon parfumé, sans machine à laver, sans salle de bain. Et alors que vous avancez encore, une question s'insinue dans votre esprit. Comment vais-je survivre dans un monde où tout semble être une source de maladie ? Vous regardez votre propre peau. Vous sentez déjà la fine couche de poussière qui s'y dépose. Votre visage tire un peu. Vos cheveux sentent la fumée. Vos vêtements, rêches et lourds, gardent la chaleur et la sueur, comme une éponge ancienne. Plus vous observez, plus vous remarquez la réalité cachée derrière la vie quotidienne. Les gens toussent souvent. Les enfants ont parfois le nez qui coule en continu. Les vieux ont des blessures qui ne guérissent jamais vraiment. Certains marchent en boitant. D'autres parlent avec une voix cassée.
comme si leur gorge avait été brûlée par l'air froid et la fumée des foyers. Dans votre monde moderne, chaque signe de maladie est un appel à l'aide. Ici, c'est simplement la vie. Un vieil homme s'approche de vous, tenant une sorte de sac en cuir. Il vous observe un instant, puis dit quelques mots, mais vous ne comprenez rien. Sa voix est grave, vibrante. Il vous fait signe de reculer. Vous obéissez parce que vous ne savez pas ce qu'il attend de vous. Il fronce les sourcils, comme s'il cherchait à savoir d'où vous venez. Vous baissez un peu la tête, comme vous l'avez vu faire quelques villageois. Il tourne les talons et s'en va, sans un mot de plus. Vous réalisez alors que dans un monde où la maladie rôde, un étranger n'est jamais accueilli avec le sourire. Il peut être porteur d'un mal, il peut amener une fièvre, il peut introduire un air mauvais, comme ils disent ici. Une simple toux entendue au mauvais moment peut suffire à créer une rumeur dans le village. Vous pensez soudain à la peste, pas celle de films ou de livres. La vraie, celle qui a traversé les villages, qui a pris des vies au hasard, qui a laissé des familles entières dans le silence. Elle n'est pas là tous les jours, pas dans tous les villages, pas à chaque siècle. Mais sa peur vit dans les mémoires. Même quand la peste n'est pas présente, l'ombre qu'elle a laissée est partout. Vous remarquez que certaines maisons ont des herbes séchées suspendues aux portes. Des plantes que l'on dit capables de repousser les mauvais esprits. Dans d'autres maisons, vous voyez de la fumée noire s'échapper de pots comme un rituel pour purifier l'air. Vous sentez un léger vertige. Pas parce que vous manquez d'air, mais parce que tout ce que vous observez, tout ce que vous respirez, tout ce que vous sentez, vous rappelle une chose simple et brutale. Le Moyen-Âge n'était pas un décor de film. C'était une lutte permanente entre le corps et le monde. Et vous n'êtes pas encore préparé à cette lutte. Vous avancez jusqu'au puits au centre du village. Vous regardez l'eau au fond. Elle est sombre, agitée, froide. Une femme remonte un seau, l'eau coule le long de la corde, éclaboussant la terre battue. Elle boit quelques gorgées sans hésitation. Vous n'oseriez jamais faire ça dans votre époque, mais ici, tout le monde le fait. Vous vous demandez comment le corps des gens survit à cela. Peut-être qu'il s'habitue, peut-être qu'il se renforce, ou peut-être qu'il souffre en silence. Votre esprit, encore fragile, vous envoie une pensée claire. Je dois faire attention, très attention. Parce qu'ici, une simple blessure peut vous perdre. Un simple aliment mal cuit peut vous rendre fébrile pendant des jours. Un simple courant d'air peut être interprété comme une maladie de l'hiver. Et une simple rencontre peut vous exposer à quelque chose que votre corps n'a jamais connu. Vous ressentez la peur, oui. Mais au milieu de cette peur, une forme de respect naît dans votre cœur. Un respect pour ces gens qui vivent chaque jour comme une bataille. Qui se lèvent, malgré la poussière, malgré la fatigue, malgré les maladies, malgré les morts. Qui avancent sans se plaindre, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Vous inspirez. L'air sent toujours la fumée, mais vous sentez que votre corps commence lentement à s'y habituer. Votre gorge gratte un peu moins. Votre respiration devient plus régulière. Et vous comprenez soudain que pour survivre ici, vous devrez accepter ce monde. Vous devrez écouter, observer, apprendre et parfois même vous taire. Vous êtes encore un étranger, encore fragile. Mais quelque chose vous pousse maintenant à continuer, à aller plus loin, à découvrir ce que ce monde cache encore. Car une vérité encore plus profonde vous attend, juste derrière ce voile d'odeur et de maladie. Les croyances, les superstitions et les peurs invisibles du Moyen-Âge. Et ce que vous allez découvrir ensuite n'est rien de ce que vous pouviez imaginer. Lorsque vous explorez un peu plus le village, une drôle de sensation vous suit comme une ombre. Ce n'est pas la peur de la maladie, ni la peur de l'étranger. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si l'air lui-même gardait le souvenir de centaines d'années de frayeurs humaines. Ici, au Moyen-Âge, la peur n'est pas un simple sentiment. C'est une présence, une voix silencieuse que tout le monde écoute. Une flamme invisible qui brûle dans l'esprit de chaque habitant. Car dans ce monde sans science moderne, sans explication, sans lumière claire, les ombres ont un sens. Les bruits ont une origine mystérieuse. La nuit n'est pas juste la nuit, et le mal rôde, non pas dans les histoires, mais partout. Dans un souffle froid, dans un cri d'animal, dans une fièvre qui arrive sans prévenir. Vous marchez près de quelques maisons, et vous remarquez une vieille femme assise sur un tabouret, près d'un feu de bois.
Elle tient un petit sac de tissu qu'elle secoue doucement dans sa main. Elle murmure des mots, mais vous ne comprenez pas la langue. Vous vous arrêtez un instant. Ses yeux, secs et fatigués, se lèvent vers vous. Elle vous observe sans bouger, comme si elle cherchait à lire quelque chose dans votre visage. Puis elle crache sur le sol, juste devant vos pieds. Ce geste vous surprend. Votre cœur fait un bond. Vous reculez légèrement sans savoir quoi faire. Elle continue à vous fixer, puis elle tourne la tête comme si vous n'existiez plus. Une voix derrière vous murmure quelque chose. Vous vous retournez, et vous voyez un jeune garçon. Il pointe la vieille femme et dit quelques mots dans un dialecte ancien. Vous ne saisissez pas tout, mais vous comprenez une chose. Pour eux, ce crachat n'est pas une insulte. C'est une protection, un moyen de chasser le mauvais œil. C'est alors que vous réalisez l'immensité de ce qui vous attend. Vous vivez maintenant dans un monde où chaque geste, chaque bruit, chaque signe peut être interprété comme un message du mal ou du bien. Vous continuez d'avancer, les maisons semblent calmes, mais la tension flotte comme une brume invisible. Vous entendez un bébé pleurer derrière un mur et une femme qui murmure une chanson lente, presque une incantation. Vous sentez des herbes brûlées dans un pot, dégageant une fumée épaisse. Elles sentent fort, un mélange entre le thym, la terre humide et quelque chose de plus amer. Une croyance vous traverse l'esprit. Ici, la fumée ne sert pas seulement à donner une odeur agréable. Elle sert à éloigner les esprits, à purifier l'air, à protéger la maison contre les forces invisibles dont tout le monde parle à voix basse. Vous traversez un petit chemin quand un groupe d'enfants s'arrête brusquement en vous voyant. Ils se regardent entre eux, puis l'un d'eux fait un signe étrange avec ses doigts, comme s'il traçait une croix dans l'air. Un autre gamin met la main dans sa poche et sort un petit objet. Une pierre plate avec un symbole gravé dessus. Vous essayez de sourire pour les rassurer. Mais ils reculent d'un pas. Pas par haine, pas par méchanceté, mais par peur. Dans l'esprit d'un enfant du Moyen-Âge, un étranger peut être un messager sombre, un voyageur maudit, un esprit sous forme humaine ou un signe annonciateur de malheur. Ici, les rumeurs naissent aller plus vite que les fleurs au printemps. Puis, vous entendez un cri sec, bref, comme un avertissement. Une femme surgit d'une maison et attrape les enfants par les bras. Elle les tire vers elle, les pousse derrière sa jupe et vous regarde comme si vous pouviez déclencher une tempête. Elle prononce quelques mots rapides, avec une voix tremblante. Vous ne comprenez pas tout, mais un mot vous frappe par son son, mal. Vous sentez votre estomac se retourner. Ce village ne vous connaît pas. Et dans ce monde, ce que l'on ne connaît pas fait peur. Vous avancez lentement, en faisant attention à ne pas paraître menaçant. Votre démarche est calme, vos mains visibles. Mais malgré cela, vous ressentez le poids d'une vérité ancienne. La peur du surnaturel règne ici comme un roi invisible. Vous marchez vers la petite place centrale, où se trouve un arbre ancien. Son tronc est large, tordu, marqué de cicatrices. Des rubans, des os, des petites figurines en bois pendent de ses branches. Ce n'est pas décoratif. C'est un arbre protecteur, un arbre à prière, un arbre où l'on demande des signes. Sous cet arbre, un homme est agenouillé. Il a les mains serrées, les yeux fermés. Sa bouche bouge en silence. Une prière, oui, mais pas comme celle que vous connaissez. Elle ressemble plus à une incantation, un appel, une demande de protection. Vous sentez un frisson dans votre dos. Dans ce monde, il n'y a aucune séparation entre le visible et l'invisible. Les habitants vivent avec les esprits, les présages, les signes, comme vous vivez avec vos applications, vos horloges, vos lumières. Et l'invisible n'est pas un sujet secondaire. C'est une force réelle, une menace, un espoir, une explication à tout. Une vache tombe malade, un esprit mauvais, un enfant fait un cauchemar, un démon est passé près du lit, une pluie trop longue, un sorcier a offensé les cieux. Un étranger arrive dans le village, les signes reviennent, les murmures commencent. Vous marchez encore un peu. Vous entendez un bruit étrange derrière une cabane, un souffle, comme une personne qui respire trop vite. Vous approchez doucement et découvrez un jeune homme assis contre un mur, les mains tremblantes. Il regarde un point vide, loin devant lui. Ses yeux sont écarquillés. Vous vous approchez lentement, sans bouger les mains. Il chuchote quelque chose. Vous tendez l'oreille. Un mot revient, encore et encore.
Un mot prononcé avec une voix cassée. Ombre, ombre, ombre. Vous sentez la chair de vos bras se hérisser. Un vieil homme arrive derrière vous et parle rapidement. Il fait un geste de la main comme pour chasser une présence. Puis il prend le jeune homme par les épaules et l'entraîne loin de vous. Vous ne comprenez pas les mots exacts, mais vous comprenez le sens. Dans ce village, une ombre n'est pas juste une ombre. C'est une présence, un signe, un mauvais pressentiment, un souffle venant d'ailleurs. Ici, tout ce qui échappe à la logique devient une menace. Tout ce qui s'éloigne du quotidien peut être lié au monde des esprits. Et soudain, un détail vous revient en mémoire. Votre arrivée dans ce village, votre tenue étrange, votre langage incompréhensible, votre comportement. Vous êtes, pour eux, le plus grand signe que quelque chose ne va pas. Vous sentez une tension monter dans votre poitrine, une tension calme mais profonde, parce que vous comprenez maintenant que votre présence peut déclencher la rumeur la plus dangereuse du Moyen-Âge, celle qui parle de sorcellerie. Vous marchez prudemment vers une maison où une vieille femme mélange des herbes dans un pot. Elle lève les yeux. Son regard est plus doux que celui des autres. Elle vous fait signe d'approcher, mais avec lenteur. Vous avancez. Elle vous montre un petit sac rempli d'herbes séchées. Elle le secoue légèrement et chuchote quelques mots. Puis, elle pointe votre poitrine. Vous ne comprenez pas sa langue, mais vous sentez l'intention. Elle veut vous protéger. Ou peut-être, elle veut se protéger de vous. Le sac qu'elle tient n'est pas un cadeau, c'est une barrière, un talisman. Vous comprenez soudain que dans ce monde, la protection n'est jamais simple. Elle n'est jamais douce. Elle est défi, méfiance, alliance fragile. Car ici, chaque geste contient une histoire. Chaque objet a une âme. Chaque parole peut devenir une arme. Vous vous éloignez enfin, lentement, respirant l'air froid. Votre esprit essaie de comprendre ce que vous venez de vivre. La peur du Moyen-Âge n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la peur des guerres, des armes ou des loups, c'est la peur du monde invisible. La peur des signes que l'on ne comprend pas. La peur d'être observé par quelque chose que l'on ne voit pas. Et vous êtes maintenant plongé dans cette réalité. Vous inspirez profondément. Une dernière pensée naît dans votre esprit, comme un souffle. Si je veux survivre ici, je dois apprendre à comprendre leurs croyances, avant qu'ils ne cherchent à se protéger de moi. Et ce que vous allez découvrir ensuite, c'est la lutte la plus étrange. Celle d'apprendre à parler, à agir, à vous fondre dans ce monde pour ne pas être vu comme une menace. Le troisième matin que vous passez dans ce village ancien, une vérité se glisse dans votre esprit. Claire comme l'air froid qui traverse la vallée. Ici, survivre ne dépend pas seulement de ce que vous mangez, de l'endroit où vous dormez, ou de la force de vos jambes. Non, survivre dépend d'une chose bien plus fine, presque invisible. Il faut comprendre comment parler, comment marcher, comment regarder les autres sans avoir l'air dangereux. Comment se comporter pour ne pas attirer l'attention qu'il ne faut jamais attirer dans un monde aussi méfiant. Vous réalisez que si vous ouvrez la bouche au mauvais moment, si vous montrez trop d'assurance ou si vous faites un geste un peu trop brusque, cela peut suffire à changer votre destin. Vous êtes un étranger, et dans ce monde, un étranger n'est jamais un simple voyageur. Il est un mystère, une menace, parfois même un signe envoyé par quelque force sombre. Alors, vous vous imposez une règle. Apprendre avant de parler, observer avant d'agir, devenir silencieux, mais présent. Vous commencez donc par écouter les villageois. Leurs voix ressemblent à un mélange étrange entre des mots que vous croyez reconnaître et des sons qui vous échappent complètement. Ce n'est ni du français moderne, ni quelque chose que vous pourriez retrouver dans un livre d'histoire. Le langage ressemble à des coups secs, des syllabes brèves, parfois des mots chantés, parfois des grognements. Ils parlent vite entre eux et lentement avec vous, comme si vous étiez un enfant. Ou un animal sauvage que l'on ne veut pas effrayer. Vous écoutez et très vite vous réalisez quelque chose d'essentiel. Ici, le langage ne passe pas seulement par la bouche. Les mots sont accompagnés de gestes, de mouvements de tête, de façons de se tenir. Les phrases sont souvent courtes, mais les regards racontent des choses bien plus longues. Un homme appelle quelqu'un avec un signe de main que vous n'auriez jamais deviné. Une femme rassure son enfant en lui posant la main sur le front, comme pour chasser un mauvais esprit. Un vieillard murmure en direction du ciel avant de boire. Vous comprenez alors que pour survivre, il vous faudra apprendre ce langage invisible, celui du corps, celui qui dit
je ne suis pas une menace. Vous essayez d'imiter la posture des habitants. Ils marchent avec les épaules légèrement arrondies, non par peur, mais par habitude, par fatigue, par les dures années de travail. Garder le dos trop droit pourrait être mal interprété, comme si vous vouliez montrer une force que vous n'avez pas. Vous baissez donc légèrement la tête, sans exagérer, juste assez pour montrer que vous n'êtes ni arrogant, ni naïf. Vous gardez vos mains visibles. Ici, cacher ses mains est un signe de danger. Les habitants les montrent, même lorsqu'ils parlent, comme pour dire « Je ne tiens aucune arme ». Un matin, alors que vous observez un groupe d'enfants jouer dans la poussière, l'un d'eux court vers vous en riant. Il répète un mot que vous ne comprenez pas encore. « Estram, estram ». Il le crie avec insistance, comme s'il trouvait le mot amusant. Une femme sort alors d'une maison, attrape l'enfant par le bras et vous lance un regard nerveux. Elle murmure quelque chose et vous fait un signe de tête qui ressemble à un salut. C'est à ce moment-là que vous comprenez ce mot. Estran. Étranger. Ce mot vous frappe doucement. Vous n'êtes pas ami, ni invité. Vous êtes celui qui vient d'ailleurs. Et dans un monde où tout ce qui vient d'ailleurs fait peur, ce mot devient une étiquette lourde à porter. Vous réalisez alors qu'apprendre à parler n'est pas un luxe, mais une barrière contre le danger. Un moyen de montrer que vous êtes humain, que vous êtes capable d'échanger, que vous n'êtes pas une ombre sortie des bois. Les mots sont difficiles à reproduire. Votre bouche n'est pas habituée au son. Les syllabes semblent se casser entre votre langue et vos lèvres. Vous pratiquez en silence, derrière une cabane, comme un enfant qui répète des mots interdits. Un vieil homme finit par vous entendre. Il avance vers vous, lentement, avec une démarche fatiguée. Il prononce un mot très lentement, pour vous aider. Vous répétez. Il secoue la tête, vous recommencez. Il sourit légèrement. C'est la première fois que vous voyez ce sourire. Un sourire sans chaleur, mais sans peur non plus. Un sourire qui dit silencieusement « Tu apprends ». Mais vous réalisez vite qu'apprendre trop vite serait un problème. Un étranger qui maîtrise une langue qu'il n'est pas censé comprendre en quelques jours pourrait être vu comme quelqu'un qui possède un savoir dangereux. Peut-être même un pouvoir. Ce monde est fragile, gouverné par la peur. Il suffit d'un rien pour que l'on vous accuse de choses terribles, de porter malheur, d'avoir un pacte étrange, d'être lié à des forces que personne ne veut voir approcher du village. Vous apprenez donc lentement, doucement, comme si chaque mot était une pierre que vous posez avec précaution pour éviter d'attirer l'attention. Vous apprenez aussi la règle la plus importante, ne pas fixer quelqu'un trop longtemps dans les yeux. Dans votre monde, c'est un signe de confiance. Ici, c'est un défi, un affront ou une provocation. Vous baissez donc le regard lorsque quelqu'un vous parle. Vous ne fixez jamais une femme. Vous ne suivez pas un enfant du regard trop longtemps. Vous gardez toujours un air humble, respectueux, effacé. Vous découvrez que dans ce monde, la survie n'est pas liée à la force, mais à la sagesse silencieuse. Les jours passent, et grâce à votre discrétion, certaines personnes commencent à s'habituer à votre présence. Une femme vous tend un bol de soupe un soir. Pas avec un sourire, mais avec une neutralité qui vaut beaucoup plus. Un homme vous montre comment attacher des fagots de bois avec une corde. Un enfant vous donne une petite pierre plate, comme un cadeau timide. Ce sont des gestes simples, mais dans ce village, ce sont des signes forts. Vous n'êtes plus seulement étranger, vous devenez étranger utile. Mais la menace n'a pas disparu. Certains habitants continuent à vous observer en silence. Ils vous regardent avec des yeux qui ne cherchent pas à comprendre, mais à surveiller. Un soir, vous passez devant une maison et vous entendez un homme murmurer un mot que vous avez appris assez vite pour le comprendre sans hésiter. Sorcier. Le mot tombe dans l'air comme une pierre froide. Vous ne voyez pas son visage, mais vous ressentez son regard. Vous continuez de marcher sans vous retourner. Alors, vous redoublez de prudence. Vous travaillez quand on vous le demande. Vous aidez sans poser de questions. Vous parlez assez pour ne pas paraître étrange, mais pas trop pour ne pas sembler trop capable. Vous avancez dans le village comme une présence discrète, jamais bruyante, jamais menaçante. Vous adoptez leurs habitudes. Vous mangez lentement, vous vous levez tôt, vous vous couchez quand la nuit tombe. Vous marchez au même rythme que les autres. Un jour, un feu se déclare près d'une maison. Un homme crie un mot que vous n'avez jamais entendu. Mais tout le monde se met à courir avec des seaux. Vous courez aussi. Vous n'agissez pas par réflexe, mais par imitation. Vous prenez un seau,
Vous formez une chaîne humaine, vous lancez de l'eau sur les flammes. L'air est brûlant, vos yeux piquent, vos bras tremblent. Quand le feu est enfin éteint, un homme vous tape sur l'épaule. Un geste simple, mais qui signifie que vous existez désormais dans ce village d'une manière nouvelle. Ce soir-là, en regardant les flammes du foyer, vous réalisez que vous avez franchi une étape importante. Vous n'êtes plus totalement un étranger. Vous n'êtes pas un ami. Mais vous êtes quelqu'un qui mérite de rester en vie. Une pensée calme traverse alors votre esprit. Pour survivre ici, vous devez continuer d'apprendre. Vous devez continuer de vous adapter. Vous devez marcher avec eux, manger avec eux, respirer comme eux. Mais une autre menace arrive. Une menace bien plus silencieuse. Celle de la faim, des famines, du pain dur et de la lutte quotidienne pour mettre quelque chose dans votre ventre. Les premiers jours, vous ne remarquez pas vraiment la faim. L'étrangeté du monde, la peur des habitants, les odeurs, les bruits, les règles sociales. Tout cela occupe votre esprit. Votre corps vit encore sur ses réserves, comme un voyageur surpris en plein désert. Mais un matin, en vous levant, vous sentez votre ventre protester. Un creux lourd, profond, qui vous rappelle une vérité simple. Ici, si vous ne mangez pas, personne ne viendra vous tendre un sandwich. Personne ne vous livrera de repas. Personne ne vous posera une assiette sur une table. Manger n'est pas un droit, c'est une bataille. Vous marchez dans le village, observant les gestes des habitants. Certains écrasent des céréales dans un bol de pierre. D'autres préparent une soupe maigre dans un pot de terre. Une odeur étrange flotte dans l'air, mélange d'herbes, de racines et de fumée. Vous ne voyez nulle part les aliments que vous connaissez. Pas de fruits colorés, pas de viande fraîche en abondance, pas de pain tendre, juste des choses simples, brutes, parfois dures. Une femme vous voit passer. Elle tient un morceau de pain noir dans les mains, un pain si compact qu'il pourrait servir à assommer quelqu'un. Elle vous regarde, hésite, puis vous entend un petit morceau. Vous le prenez avec gratitude. Le pain est sec, difficile à mâcher, si dur qu'il semble avoir été oublié pendant une semaine. Vous sentez vos dents travailler comme si elles écrasaient une pierre. Le goût est amer, presque brûlé, mais c'est de la nourriture. Vous avalez lentement, avec un pincement au cœur. Dans votre monde, personne ne mangerait ça. Ici, c'est un cadeau. En continuant votre marche, vous réalisez que tout tourne autour de la nourriture. Les discussions, les gestes, les tensions, tout. Vous entendez des mots que vous apprenez à reconnaître. Récolte, grain, hiver, manque, pluie, rat. Des mots qui mettent le village entier en danger si quelque chose tourne mal. Vous regardez les champs qui entourent la petite communauté. Ils ne sont pas immenses. Pas assez pour nourrir beaucoup de gens. Ils sont secs à certains endroits, trop humides à d'autres. Vous comprenez soudain pourquoi les villageois observent le ciel comme on observe un juge. Ici, la météo décide qui mange, qui survit, et parfois, qui disparaît. Un vieil homme vous invite à le suivre. Il vous montre un moulin rudimentaire où des hommes écrasent du grain avec des pierres. Le processus est long, laborieux. La farine obtenue n'a rien à voir avec celle que vous connaissez. Elle est épaisse, grumeleuse, pleine de petits morceaux. Il vous montre comment faire tourner la meule. Vos bras tremblent rapidement. Le poids est écrasant. Vous réalisez qu'ici, même transformer le grain en nourriture demande une force que votre corps moderne n'a pas encore. Vous êtes surpris en voyant à quel point les habitants mangent peu. Un bol de soupe par jour, parfois 2. Une petite écuelle de gruau. Un morceau de pain dur. Parfois un œuf, mais c'est rare. Les enfants mangent souvent moins que les adultes. Vous voyez leurs joues creuses, leurs bras maigres, leurs jambes fines comme des branches. La faim n'est pas un ennemi que l'on peut ignorer. Elle est un poison lent qui griffe le ventre chaque jour. Lorsque vous vous asseyez le soir près du feu, votre ventre gronde comme un animal. Vous serrez les dents, essayant de vous habituer. Les autres ne disent rien. Ils ont grandi avec cette sensation. Pour eux, c'est normal. Pour vous, c'est un combat intérieur. Un soir, une vieille femme vous tend une écuelle de soupe. Elle ne parle pas, mais son geste est sincère. Vous regardez dans le bol, il n'y a que de l'eau chaude, quelques racines, peut-être un morceau de navet. Pas de viande, pas de sel, pas d'épices. Mais la chaleur vous apaise. Vous buvez lentement,
chaque gorgée glissant dans votre corps comme un réconfort fragile. La femme vous regarde, puis part sans un mot. Les jours passent, et vous remarquez les tensions autour de la nourriture. Parfois, un homme accuse un autre d'avoir pris trop de pain. Parfois, une femme pleure parce que son pot de farine a été mangé par des rats. Une fois, vous voyez un enfant fouiller dans les restes derrière une maison. Personne ne le gronde, personne ne le frappe. Ils savent tous qu'il a faim, tout le monde a faim. Vous réalisez alors un détail terrible. Voler de la nourriture, ici, n'est pas juste un crime. C'est une attaque directe contre la survie du groupe. Si quelqu'un vole un morceau de pain, cela peut être la différence entre un enfant vivant ou mort en hiver. Ce simple geste peut déclencher une punition grave. Vous comprenez que dans ce monde, manger n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est un acte communautaire, un équilibre fragile. Vous apprenez aussi ce que signifie la famine. Pas la faim que vous ressentez quand vous sautez un repas. Pas la faim que vous ressentez après une longue journée. Non. Une vraie famine. Celle qui s'installe comme une ombre sur le village. Celle qui ronge les visages, les forces, les pensées. Une famine, c'est un hiver trop long, une pluie trop forte, un insecte qui détruit les champs. Une famine, c'est des silences lourds, des disputes, des regards vides. Vous entendez souvent les anciens dire que la dernière famine a pris plus de vie que les guerres. Vous imaginez ces scènes, les champs vides, les greniers durs comme des tambours, les familles partageant un seul bol pour 3 personnes. Vous sentez un frisson vous traverser. Alors, vous apprenez à manger comme eux, lentement, avec respect, avec conscience. Vous apprenez à accepter la petitesse des portions. Vous apprenez à économiser l'énergie. Vous apprenez à vous nourrir de peu. Un matin, un fermier vous invite à l'aider dans son champ. C'est un homme robuste, avec des mains larges et un regard honnête. Il vous montre comment arracher des racines. Comment reconnaître celles qui sont bonnes et celles qui pourraient vous rendre malade. Vous passez des heures à travailler à ses côtés. La sueur coule sur votre front. Votre dos vous fait souffrir. Mais à la fin de la journée, il vous tend une petite poignée de racines, comme une récompense silencieuse. Vous les mangez cuites, le soir, près du feu. Elles ont un goût terreux, simple, mais elles remplissent votre ventre. Pour la première fois depuis votre arrivée, vous sentez une paix brève. Vous avez travaillé. Vous avez mangé ce que vous avez mérité. Et cela vous relie un peu plus à ce monde. Mais malgré ces moments de répit, vous sentez une vérité plus profonde. Ici, la nourriture n'est jamais assurée. Il suffit d'un accident, d'une pluie trop forte, d'un feu, ou même d'une simple rumeur pour que tout bascule. Vous voyez les habitants surveiller leurs réserves comme on surveille un trésor. Vous les voyez compter les sacs, les pots, les grains. Vous les voyez agir avec une prudence qui ne ressemble pas à la vôtre. Et vous comprenez enfin ce que signifie vivre au Moyen-Âge. La faim n'est pas une sensation, c'est un danger. Un danger constant, implacable, invisible. Vous inspirez profondément, regardant les flammes du feu trembler dans la nuit. Votre ventre se calme peu à peu, mais vous savez que demain, tout recommencera. Demain, il faudra encore chercher, encore partager, encore économiser. Et demain, vous découvrirez un autre danger, plus cruel encore, celui de la justice du Moyen-Âge. Depuis votre arrivée dans ce village, vous avez appris à marcher sans attirer l'attention, à parler juste assez pour ne pas paraître étrange, à manger lentement pour économiser vos forces. Mais rien, absolument rien, ne vous avait préparé à découvrir comment la justice fonctionne ici. La justice. Si ce mot peut encore être utilisé dans un monde où la peur guide chaque décision. Un matin, alors que le soleil est encore bas et que la brume flotte entre les cabanes comme un voile gris, vous entendez un brouhaha près de la place centrale. Des voix pressées, des pas lourds, des cris courts. Quelque chose se passe, un attroupement. Vous avancez lentement, avec prudence, pour comprendre. En arrivant près de l'arbre tordu au centre du village, vous voyez un homme au sol, les mains liées derrière le dos. Son visage est sale, ses vêtements déchirés, ses yeux écarquillés comme ceux d'un animal pris dans un piège. Il tremble. Non pas à cause du froid, mais à cause de la peur. Autour de lui, les villageois parlent, s'agitent, murmurent des mots que vous comprenez de mieux en mieux. Vol, pain, faute. Vous apprenez rapidement qu'on l'accuse d'avoir volé un morceau de nourriture dans la maison d'un fermier. Pas un sac entier,
Pas une réserve, juste un morceau, une miche de pain dur. Assez pour calmer son ventre pendant quelques heures. Dans votre monde, ce serait presque insignifiant. Ici, c'est une menace pour tous. La justice du Moyen-Âge n'a rien à voir avec la vôtre. Il n'y a pas de tribunal, pas d'avocat, pas d'enquête. Ici, le village juge. Ici, c'est la parole du fermier contre celle de l'homme à terre. Et même si vous ne comprenez pas tous les mots, vous sentez que personne ne doute vraiment qu'il soit coupable. Parce qu'un homme affamé finit par voler. Parce qu'un voleur met le groupe en danger. Parce que si l'on laisse un vol impuni, d'autres suivront. La foule se rapproche. Certaines personnes crient. D'autres observent en silence, comme si ce genre de scène n'était pas rare. Le fermier, celui qui affirme avoir été volé, arrive en marchant d'un pas ferme. C'est un homme large, au regard dur, à la barbe épaisse. Il pointe du doigt celui qui est attaché. Ses mots sont courts, secs, tranchants. Vous comprenez qu'il réclame une punition. C'est alors que vous remarquez un objet à terre, un morceau de bois sculpté, taillé pour recevoir les mains et la tête. Un pilori. Vous sentez votre cœur battre plus vite. Vous avez déjà vu ces objets dans des musées ou des films, mais jamais comme ça. Jamais dans leur réalité brute. Jamais avec l'odeur de la peur dans l'air. Deux hommes soulèvent le prisonnier et le tirent vers l'instrument. Il se débat faiblement, mais ses forces sont trop faibles. La faim a déjà fait son travail. La terreur aussi. Lorsqu'il l'installe dans le pilori, vous entendez un bruit sec, le claquement du bois qui se referme. Sa tête et ses mains passent à travers les trous. Le bois se referme, lourd, impitoyable. L'homme pousse un cri étouffé. La foule recule légèrement, non par respect, mais pour mieux voir. Vous observez les visages autour de vous. Certains sont durs, d'autres indifférents, quelques-uns tristes. Mais aucun ne semble surpris. C'est leur monde, leur normalité. Une vieille femme approche et lance une poignée de poussière sur le sol, comme pour purifier l'endroit. Un enfant ramasse une pierre, mais sa mère lui attrape le bras avant qu'il ne fasse un geste de trop. Les pierres ne sont pas pour aujourd'hui. Le fermier n'a pas demandé la mort, juste l'humiliation. Le prisonnier respire difficilement. Son dos se soulève par saccades. De temps en temps, il essaie de parler, mais ses mots se perdent dans les murmures. Vous vous demandez ce qu'il dit. Peut-être plaide-t-il son innocence, peut-être supplie-t-il, peut-être prie-t-il. Vous ne le saurez jamais. Un homme s'approche avec un seau rempli d'eau sale. Il le jette sur le prisonnier sans un mot. L'eau froide claque contre sa peau. La foule pousse un petit souffle d'excitation. L'humiliation commence. Vous détournez légèrement le regard, mais la scène vous rattrape. Dans votre monde moderne, même le plus dur des jugements n'a rien de comparable avec cela. Ici, chaque geste de justice est une leçon, une mise en garde, une façon de dire « N'oublie pas, étranger, ce village survit par la peur et la discipline ». Vous sentez que certains regards se tournent vers vous. Pas longtemps. Juste assez pour vous rappeler que vous n'êtes pas totalement accepté ici. Que si un jour quelqu'un vous accuse, vous n'aurez peut-être pas la chance d'expliquer. Le poids de cette pensée appuie sur votre poitrine comme une pierre. Les heures passent. L'homme reste enfermé dans le pilori, immobile, tremblant. Certains habitants lui donnent de l'eau, d'autres lui parlent brièvement. D'autres l'ignorent complètement. Il devient une partie du paysage, comme un avertissement dressé au milieu de la place. Quand le soleil descend, on le libère enfin. Il tombe à genoux, incapable de se relever. Deux enfants ricanent. Une femme détourne le regard. Le fermier, lui, reste de marbre. Il s'approche, pose une main sur l'épaule du prisonnier et dit quelques mots. Vous ne comprenez pas exactement, mais vous sentez qu'il ne veut pas sa mort. Juste qu'il apprenne. Juste qu'il n'oublie jamais. Le prisonnier est ensuite emmené par un vieil homme. Peut-être un parent, peut-être quelqu'un de compatissant. Vous sentez une tension dans votre ventre. Ce monde est cruel, oui. Mais il n'est pas dépourvu d'humanité. Il oscille entre les deux, sans jamais choisir l'un ou l'autre. En observant cette scène, vous comprenez une vérité fondamentale. Au Moyen-Âge, la justice n'est pas là pour équilibrer quelque chose. Elle est là pour faire peur, pour dissuader. Pour maintenir l'ordre dans un monde où la loi est fragile, où la famine menace, où les rumeurs peuvent détruire une vie. La justice n'est pas une réparation. C'est un avertissement. En rentrant vers votre cabane, vous sentez une lourdeur dans l'air. Pas seulement la fumée, ni l'odeur du bois brûlé, une tension plus profonde. Comme si une vérité venait de s'imprimer dans votre peau.
Ici, il suffit d'une accusation pour changer votre vie. Une accusation peut vous briser, vous exposer, vous transformer en spectacle. Vous vous asseyez près du feu, les flammes éclairant votre visage. Vous pensez à cet homme, à sa peur, à la foule, à ce monde qui punit aussi vite qu'il respire. Vous vous dites que vous devez être encore plus prudent, encore plus silencieux, encore plus humble. Car dans ce village, la moindre erreur peut vous conduire exactement à la même place que lui. Et pourtant, derrière cette peur, une autre réalité vous attend. Une réalité plus vaste, plus puissante. Celle des chevaliers, des seigneurs, des châteaux, des intrigues. Car la justice du village n'est qu'une ombre comparée à la loi féodale qui domine toute la région. Et bientôt, vous allez découvrir ce monde que vous n'avez vu qu'en livres, mais qui ici respire, saigne et décide des destins comme on écrase un insecte du bout du pied. Depuis que vous vivez dans ce village, vous avez vu la faim, la peur, la méfiance, la justice impitoyable. Vous avez appris à parler peu, à marcher lentement, à regarder le sol, à devenir presque invisible. Vous pensiez que la vie médiévale se résumait à cela. Des cabanes de bois, des champs secs, des disputes simples, des punitions brutales. Mais un matin, alors que la brume s'estompe et que le soleil pointe timidement derrière les collines, vous découvrez un autre visage de ce monde. Un visage bien plus vaste, bien plus puissant. Vous entendez un bruit que vous n'avez jamais entendu auparavant. Un martèlement régulier, fort, lourd. Pas des pas humains, pas des coups de marteau sur du bois. Autre chose. Quelque chose de plus rythmé, de plus organisé. Le village entier semble se figer. Les femmes s'arrêtent de frotter le linge. Les hommes cessent de couper le bois. Les enfants se taisent d'un coup, comme si un silence sacré venait de tomber sur eux. Un homme se précipite vers vous. Il prononce un mot que vous comprenez vaguement. Seigneur. Ce mot, vous l'aviez déjà entendu dans des murmures, mais il n'avait jamais vraiment pris forme dans votre esprit. Là, il prend tout son sens. Les villageois se regroupent, certains se mettent à genoux, d'autres inclinent la tête. Vous imitez ces gestes avec prudence, sans trop savoir ce que vous faites. Puis vous les voyez, ils arrivent à cheval. Des silhouettes hautes, imposantes, presque irréelles. Leurs capes battent dans le vent. Leurs chevaux avancent lentement, puissants, écrasant la terre sous leurs sabots. Vous n'avez jamais vu d'animaux aussi grands, aussi musclés. Les hommes qui les montent portent des vêtements que vous n'avez vus que dans des livres. Tuniques épaisses, gants de cuir, ceintures ornées, lames longues et brillantes. Leur allure impose le silence. Leur présence change l'air autour d'eux. À leur tête, un homme descend de son cheval. Il n'est pas habillé comme les autres. Sa tunique est plus fine, mais plus travaillée. Sa barbe est propre, coupée. Ses bottes sont neuves. Il avance avec une assurance que personne dans le village ne possède. Vous sentez immédiatement que cet homme n'est pas juste un visiteur. C'est une force, une autorité, une loi vivante. Les villageois s'agenouillent presque tous. Vous les imitez. Vous baissez la tête. Vous ne comprenez pas les mots qu'il prononce, mais vous comprenez le ton. Sec, précis, froid. Il n'est pas venu discuter. Il est venu demander, réclamer, vérifier, peut-être punir. Un groupe d'hommes du village s'avance. Le chef, celui qui semble diriger les habitants, parle au seigneur en gardant la tête basse. Le seigneur l'écoute à peine. Il observe tout autour. Ses yeux passent sur les maisons, les champs, les enfants, les animaux. Puis il se pose sur vous. Et pendant un instant, vous avez l'impression que votre cœur s'arrête. Il vous regarde comme on regarde une feuille étrange tombée d'un arbre inconnu. Pas avec peur, mais avec suspicion, avec calcul. Puis il détourne le regard sans un mot. Vous respirez enfin, lentement, profondément, comme si vous veniez d'échapper à quelque chose de dangereux, sans comprendre comment. Un chevalier descend de sa monture et commence à inspecter les maisons. Il ouvre les portes sans demander. Il soulève des pots, observe des sacs, vérifie les réserves. Les villageois ne protestent pas. Ils se tiennent en retrait, les mains jointes, comme s'ils assistaient à un rituel obligatoire. Vous réalisez que le pouvoir ici ne vient pas du nombre, ni de la force physique, mais du statut, d'un titre, d'un cheval, d'une épée. Le seigneur parle de nouveau. Sa voix monte légèrement.
Vous comprenez qu'ils réclament quelque chose. Peut-être un impôt, peut-être une part des récoltes, peut-être des hommes pour un combat lointain. Le chef du village argumente timidement, mais vous sentez le déséquilibre. Ce n'est pas une discussion, c'est une déclaration. Un chevalier s'arrête près de vous. Il vous observe longuement. Vous gardez la tête baissée. Il tourne autour de vous, lentement, comme un loup qui tourne autour d'un animal blessé, cherchant à comprendre ce qu'il est. Vous sentez la sueur dans votre dos. Vous ne savez pas s'il voit en vous un simple villageois ou quelque chose de plus étrange. Vous espérez qu'il vous oubliera vite. Finalement, il s'éloigne. Vous sentez votre corps se relâcher. Alors vous commencez à comprendre la structure invisible du Moyen-Âge. Il y a le peuple, comme ceux du village. Ceux qui travaillent, qui souffrent, qui survivent. Et il y a les seigneurs. Ceux qui possèdent les terres, les armes, les hommes. Ceux qui décident. Ceux qui déclarent des guerres sans prévenir. Ceux qui punissent sans explication. Ceux dont le nom suffit à faire trembler un village. Vous observez les chevaliers. Certains ont des cicatrices. D'autres portent des armes usées, signe qu'ils ont connu des batailles. Vous sentez que leur vie n'est pas aussi noble que les livres de votre monde le laissent croire. Vous entendez des bribes de phrases, dettes, guerre, service, promesses. Les chevaliers ne sont pas des héros, ce sont des hommes liés par des obligations, parfois pauvres, parfois épuisés, parfois prêts à tout pour garder leur statut. Un enfant s'approche trop près d'un cheval, un chevalier lui crie dessus, l'enfant court se cacher derrière sa mère. Le chevalier ne s'excuse pas. Ici, il n'a pas à s'excuser. La force décide. Le seigneur parle encore. Vous voyez des sacs de grains être apportés, des pots de farine, même des poules. C'est l'impôt, le prix à payer pour la protection. Même si cette protection ressemble plus à une domination qu'à un véritable soutien. Le seigneur ne remercie personne. Il reprend sa monture, observe l'horizon comme un roi prêt à repartir vers d'autres villages. Mais avant de partir, il se tourne une dernière fois vers vous. Son regard se plante dans le vôtre. Pas longtemps. 1 seconde. Peut-être moins. Mais assez pour que vous compreniez qu'il vous a remarqué, qu'il se souvient de vous, qu'il sait que vous n'êtes pas comme les autres. Cette pensée vous trouble pendant toute la journée. Quand les chevaux disparaissent enfin derrière les arbres, le village respire de nouveau. Les conversations reprennent, les gestes reprennent, les visages se détendent un peu. Mais vous sentez que quelque chose a changé. Les villageois ont été rappelés à leur place, et vous aussi. Le soir, près du feu, un vieil homme s'assoit à côté de vous. Il ne parle pas, il fixe les flammes. Son silence est lourd, profond. Puis il dit quelques mots que vous réussissez à comprendre. « Seigneur, jamais bon. » Il secoue la tête. Vous comprenez que le Seigneur n'est pas un sauveur. Il est une menace silencieuse, une force imprévisible. Vous regardez les étoiles au-dessus du village. Vous pensez aux chevaliers, à leurs armures, à leurs chevaux. Ils représentent un monde plus large, plus cruel, plus complexe que vous ne l'imaginiez. Un monde où votre existence pourrait être écrasée sans même que votre nom soit prononcé. Mais ce monde plus grand, vous allez bientôt devoir le comprendre, car il ne se limite pas aux seigneurs et aux châteaux. Il vit aussi dans les mains des villageois, dans leurs métiers, leurs fêtes, leurs secrets, leurs peurs. Et pour survivre ici, vous devrez apprendre comment vivent les gens. Ceux qui n'ont ni titre, ni épée, ni pouvoir. Et c'est là que votre voyage vous mène maintenant. Les journées passent, et une fois le départ du Seigneur et de ses chevaliers, le village retrouve un calme fragile. Un calme qui n'a rien de paisible, mais qui ressemble plutôt au silence qui flotte après un orage. Ce matin-là, vous vous réveillez avec une idée simple. Si vous voulez survivre ici, vraiment ici, au-delà de la peur et de la faim, vous devez comprendre ce monde par ceux qui le vivent chaque jour. Non pas à travers les cris, les punitions ou les menaces extérieures, mais à travers les gestes quotidiens, les métiers, les habitudes, les petites joies qui permettent aux habitants de tenir debout malgré la dureté de leur vie. Vous sortez de votre cabane, et l'air frais pique vos joues. Le soleil monte lentement, éclairant les maisons de bois d'une lumière dorée. Les villageois ne vous remarquent presque plus. Certains vous lancent un bref regard, d'autres continuent leur tâche comme si vous faisiez partie du décor. Et pour la première fois, vous sentez une petite forme de normalité. Une sensation étrange, mais apaisante. Vous remarquez un homme devant une maison plus longue,
que les autres. L'air autour de lui sent le métal chaud. Le bruit sourd d'un marteau résonne dans la vallée. La forge. Vous vous approchez lentement. Le forgeron est un géant, aux bras épais, le visage couvert de suie, les cheveux collés par la sueur. Il tient une barre de fer rougeoyante avec une pince en métal, et son marteau s'abat dessus avec une force que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque coup fait jaillir des étincelles. Le son est grave, presque hypnotique. Vous restez à distance, respectueux. Le forgeron lève les yeux vers vous, vous observe un instant, puis fait un signe de tête. Pas un sourire, mais une autorisation silencieuse. Vous comprenez que dans ce monde, ce simple signe vaut 1000 mots. Vous vous approchez un peu. Il replonge la barre dans le feu, souffle sur l'air brûlant, puis recommence à frapper. Il crée des outils, des lames, parfois des pièces pour les charrettes. Sans lui, le village ne fonctionnerait pas. Vous observez la précision de ses gestes. Chaque coup est placé, comme s'il connaissait le métal depuis toujours. Vous réalisez que dans ce monde, le savoir ne s'apprend pas avec des livres. Il s'apprend avec les mains, la fatigue et les années. Après un moment, il vous tend un morceau de fer refroidi. Un clou. Il veut vous montrer comment on teste sa solidité. Vous le tenez, surpris. Le clou est lourd, robuste, froid. Le forgeron change alors votre regard sur un simple objet. Vous le remerciez, comme vous pouvez, et il retourne à son feu sans un mot. C'est ainsi que fonctionne la vie ici, en silence, en respect, en gestes partagés. Vous continuez votre exploration. Au loin, vous voyez des femmes assises près d'un grand cadre de bois avec des fils tendus. Elles tissent. Leurs doigts se déplacent avec une vitesse incroyable. Les fils s'entrecroisent, se nouent, se suivent. Le bruit régulier du fil que l'on tire, du bois qui glisse, crée un rythme doux. Vous observez leurs mouvements. Tisser, ici, n'est pas seulement un métier. C'est vital. Chaque tunique, chaque couverture, chaque sac vient de ce travail patient. Les femmes semblent presque hypnotisées par leur ouvrage. Elles parlent peu, mais parfois l'une d'elles raconte une histoire, un souvenir, une rumeur. Vous ne comprenez pas tout, mais les sons vous apaisent. C'est comme un chant ancien. Un peu plus loin, vous entendez un bruit d'eau. Vous suivez ce son jusqu'à un petit ruisseau où plusieurs personnes lavent du linge. L'eau est froide, limpide. Leurs mains plongent dans les seaux, frottent les tissus contre des pierres plates, et sortent, replongent, recommencent. Le geste semble épuisant, mais il se fait avec une sorte de rythme tranquille, presque cérémonial. En observant ces scènes, vous commencez à comprendre quelque chose de profond. Ici, chaque geste du quotidien est un combat, mais aussi une manière de tenir debout. La routine est difficile, mais elle a un côté rassurant. Elle donne un sens au temps. Elle garde les esprits occupés. Plus loin, vous découvrez le meunier, un homme maigre au visage creusé qui fait tourner la meule avec l'aide d'un petit âne. Le grain se transforme en farine grossière. Il vous montre la meule, vous explique par geste comment la pierre écrase le grain. Il vous laisse même pousser la meule quelques secondes. Le poids vous surprend. Vous sentez vos muscles protester. Vous comprenez alors pourquoi les habitants ont les épaules larges, les mains dures, les dos usés. Leur vie est un effort continu. Vous passez ensuite près d'un petit groupe d'enfants. Ils jouent avec des morceaux de bois, construisant des formes, courant dans la poussière, riant comme si la dureté du monde ne les touchait pas encore. Leur innocence est presque douloureuse à regarder. Vous remarquez que leurs jeux sont simples, mais ils y mettent une énergie incroyable. Ils n'ont pas de jouets, pas d'écran, pas d'objets colorés. Leur imagination est leur seul trésor. L'un des enfants vous voit. Il s'approche timidement. Il vous montre un petit animal en bois qu'il a sculpté. Vous le prenez dans vos mains, impressionné. Le jouet est simple, mais il est né de ses doigts, de son temps, de son imagination. Vous lui rendez avec un sourire. Il rit et retourne vers ses amis. Ce rire réchauffe votre cœur plus que n'importe quel feu. En avançant encore, vous arrivez près d'un groupe de personnes qui préparent une fête. Vous ne comprenez pas immédiatement de quoi il s'agit, mais l'excitation est visible. On apporte des pots, des fleurs séchées, des morceaux de tissu colorés. Une vieille femme dirige tout, pointant du doigt, donnant des ordres. Les autres obéissent avec respect. Peut-être s'agit-il d'une fête saisonnière, d'un rituel ancien pour remercier les esprits ou pour chasser le mauvais sort. Une jeune femme vous voit et vous fait signe d'approcher.
Elle vous tend une corde tressée. Elle veut que vous l'accrochiez à une branche. Vous hésitez, mais elle insiste. Alors vous l'aidez. Les autres vous regardent avec attention, puis vous voient travailler et retournent à leur tâche. Personne ne rit. Personne ne vous juge. Pour un instant, vous faites partie de quelque chose. Le soir venu, la fête commence. Les villageois se rassemblent autour d'un grand feu. Les flammes dansent dans l'air. On frappe des mains, on chante, on murmure des histoires anciennes. Vous ne comprenez pas les mots, mais vous comprenez l'intention. La fête n'est pas un luxe. C'est un souffle. Un moyen de rester humain malgré la dureté du quotidien. Vous observez les danses simples, les pas maladroits, les rires sincères. Vous sentez la chaleur du feu sur votre visage. Vous regardez la lune monter dans le ciel, éclairant les toits en paille. Il n'y a pas de lumière artificielle. Pas de distraction moderne. Juste des voix humaines, des flammes et des étoiles. Et dans ce moment étrange, quelque chose se produit. Une sensation douce, presque triste. Vous ressentez une connexion profonde à ces gens. Leur vie est difficile, oui, mais elle est remplie de gestes vrais, de rires rares mais précieux, de moments partagés sans fierté ni masque. Une simplicité brutale, mais honnête. Vous réalisez que pour la première fois depuis votre arrivée, vous ne vous sentez pas totalement étranger. Vous vous sentez présent, vivant, inclus, même si ce n'est que pour une seule soirée. Mais la nuit n'est jamais douce très longtemps au Moyen-Âge. Derrière les rires, derrière les chants, une ombre plane toujours. Une ombre qui vient de loin, qui traverse les villages sans prévenir, qui brûle les champs, qui enlève les hommes, qui brise la paix fragile. Car au-delà des fêtes, au-delà du travail et des sourires, ce monde est toujours menacé. Les guerres, les raids, les bandes armées, les conflits entre seigneurs. Et bientôt vous allez découvrir que la plus grande peur du village n'est pas la faim ni la maladie, mais l'arrivée de la guerre. Depuis la fête, un silence étrange s'est installé dans le village. Pas un silence paisible, mais un silence tendu, nerveux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Vous le sentez chaque matin en ouvrant les yeux. Les villageois parlent moins, ils marchent plus vite, ils regardent davantage au loin, vers les collines, comme s'ils attendaient quelque chose. Quelque chose qu'ils espèrent ne jamais voir arriver. Ce jour-là, vous ressentez la même tension. Les hommes se rassemblent près du puits. Les femmes tirent les enfants par la main pour les garder près d'elles. Même les animaux semblent agités. Un chien grogne en fixant la forêt. Un cheval tape le sol du sabot, nerveux. Vous avancez lentement, sans bruit, essayant de comprendre ce qui se passe. Un jeune homme grimpe sur un vieux tonneau et pointe le doigt vers la colline. Vous suivez son regard. Au loin, vous voyez un nuage de poussière. Pas un nuage naturel. Un nuage soulevé par des pas, par des sabots, par quelque chose qui avance en groupe. Votre ventre se serre. Un mot circule parmi les villageois. Vous le comprenez, même si vous ne l'aviez jamais entendu avec autant de force dans leur voix. Guerre. Ce mot pèse lourd dans l'air, comme une pierre froide posée au fond de votre poitrine. La rumeur s'étend vite. Certains disent que c'est un groupe de mercenaires. D'autres parlent de bandits. Certains murmurent qu'un seigneur lointain envoie ses hommes pour prendre des vivres. Personne ne sait vraiment. Personne ne veut vraiment savoir. Ici, la guerre ne ressemble pas à ce que vous avez vu dans les films. Ce n'est pas un champ avec des armures brillantes et des tambours. C'est une ombre qui descend sans prévenir, qui prend ce qu'elle veut, qui frappe quand elle le souhaite. Vous pensez à fuir, mais vous réalisez qu'il n'y a nulle part où aller. Les champs sont ouverts. La forêt est dense et dangereuse. Les chemins appartiennent à ceux qui ont une épée. Le village, aussi fragile soit-il, est le seul endroit où l'on peut tenter de se cacher. Les femmes commencent à fermer les volets des maisons. Les hommes ramassent des outils, des bâtons, quelques lames rouillées. La plupart n'ont jamais combattu. Ils sont fermiers, tisserands, meuniers, pas soldats. Et pourtant, ils se tiennent prêts. Le courage, ici, ne vient pas de la force. Il vient de l'absence d'alternative. Un vieil homme s'approche de vous et met une main sur votre bras. Son regard est grave. Il prononce quelques mots que vous devinez facilement. Reste prêt. Vous comprenez. Ne vous éloignez pas. Ne vous aventurez pas seul. Dans des moments comme celui-ci, un étranger peut devenir une cible. Ou un bouc émissaire. Vous entendez un bruit au loin. Un écho métallique. Puis un cri. Pas un cri de douleur, mais un cri d'avertissement.
Un homme sur la colline fait de grands signes. Ils arrivent. Vous sentez votre cœur battre dans votre poitrine, lentement mais puissamment, comme un tambour. Le groupe approche. Vous distinguez des silhouettes, certaines à cheval, d'autres à pied. Ils avancent sans ordre précis, ce qui vous indique qu'ils ne sont pas des soldats d'un seigneur local. Ce sont probablement des mercenaires. Des hommes qui se battent pour de l'argent, pas pour un code d'honneur. Des hommes qui prennent tout ce qui peut être revendu, nourriture, outils, bétail, parfois même des êtres humains. Les villageois se regroupent au centre. Vous êtes au milieu d'eux, observant, respirant lentement pour garder votre calme. Les enfants sont cachés dans les maisons, derrière des planches de bois trop fines pour vraiment protéger qui que ce soit. La peur a une odeur que vous apprenez à reconnaître, un mélange de sueur, d'herbes brûlées, de terre et de silence brisé. Puis ils arrivent. Le groupe traverse l'entrée du village. Ils sont 15, peut-être 20. Certains portent de longues épées. D'autres ont des haches, des bâtons, des couteaux. Leurs visages sont sales, marqués de cicatrices. Leurs vêtements sont un mélange de cuir, de tissus déchirés, de pièces de métal récupérées ici ou là. Ce ne sont pas des hommes de noblesse, ce ne sont pas des chevaliers, ce sont des survivants qui ont appris à prendre plutôt qu'à donner. Ils s'arrêtent au centre du village. Leur chef, un homme barbu avec une cicatrice qui traverse son front, regarde autour de lui comme un loup observant un troupeau. Il sourit. Pas un sourire joyeux, un sourire qui montre qu'il sait qu'il n'a rien à craindre ici. Il parle. Vous ne comprenez pas toutes les paroles, mais vous comprenez l'essentiel. Ils veulent de la nourriture. Ils veulent des outils. Ils veulent ce que le village possède. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils prendront tout, par la force. Le chef du village s'avance, humble, les mains montrées bien visibles. Il tente de négocier. Sa voix tremble un peu, mais il essaie de rester digne. Les mercenaires rient. Le chef répète ces mots. Il promet de donner une partie des réserves. Les mercenaires veulent tout. Vous sentez la tension exploser comme un fil trop tendu. Un mercenaire attrape un sac de grains. Un autre renverse un seau d'eau. Un troisième entre dans une maison sans permission. Les cris montent. Les villageois n'osent pas réagir. Ils savent que la moindre résistance pourrait mettre le feu à la situation. Mais un jeune homme du village, celui que vous aviez vu courir lors de la fête, sort soudain de la foule. Ses poings tremblent. Il crie quelque chose. Un mercenaire se retourne. Le temps se fige. Le jeune homme fait un pas de trop. Le mercenaire lève son bâton et le frappe au sol d'un coup violent. Vous sentez votre ventre se serrer comme si le souffle du monde venait d'être coupé. Le jeune homme gémit, tente de se relever, mais le bâton s'abat à nouveau sur son dos. Les femmes crient, les hommes ferment les poings, mais personne n'ose intervenir. Vous regardez cette scène avec une douleur sourde. Dans votre monde, cela ne durerait pas une seconde sans que quelqu'un intervienne. Ici, l'injustice est une bête que personne ne peut combattre à main nue. Un des mercenaires approche de vous. Vos muscles se tendent. Il vous observe, comme s'il essayait de deviner qui vous êtes. Peut-être voit-il vos vêtements trop propres. Peut-être voit-il votre posture encore différente. Peut-être comprend-il que vous n'êtes pas né dans ce monde. Il s'approche un peu plus. Il pose sa main sur votre tunique et tire le tissu. Vous sentez la peur monter. Il parle. Vous ne comprenez pas tout, mais le ton dit clairement « Montre ce que tu caches ». Vous levez les mains, lentement, pour montrer que vous n'avez rien. Il sourit d'un sourire sans chaleur. Puis, il se détourne. Le chef des mercenaires finit par appeler ses hommes. Ils rassemblent ce qu'ils veulent. Poches pleines, sacs chargés, ils repartent aussi vite qu'ils sont venus, laissant le village en silence, comme si un vent violent venait de tout renverser sans toucher au mur. Le jeune homme blessé est relevé par 2 habitants. Son visage est déformé par la douleur. Il pleure sans bruit. Sa mère le serre contre elle comme si elle voulait protéger ce qui lui reste de force. Le village est vidé, brisé, mais vivant. Vous respirez lentement, réalisant à quel point ce monde est fragile. Ici, la guerre n'est jamais lointaine. Elle peut frapper n'importe où, n'importe quand. Elle n'épargne personne. En regardant ce qui reste du village, une pensée vous traverse l'esprit, douce et terrible à la fois. Si ce monde veut vous accepter, vous devrez apprendre à supporter ces tempêtes, à les comprendre, à les anticiper. Car au-delà de la faim, de la maladie et de la peur, le Moyen-Âge impose une question à laquelle vous ne pouvez plus échapper. Serez-vous capable d'y rester, ou devrez-vous trouver un moyen de revenir chez vous ?
Et c'est ce choix fragile qui vous attend désormais. La nuit qui suit l'attaque des mercenaires est plus silencieuse que toutes celles que vous avez vécues ici. Le feu crépite faiblement au centre du village, mais personne ne chante, personne ne rit, personne ne raconte d'histoire. Les habitants sont assis en cercle, serrant leurs enfants, leurs sacs, leurs outils comme des trésors fragiles. Le vent souffle doucement sur les toits de chaume, mais même ce son semble étouffé, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Vous êtes assis un peu à l'écart, regardant les flammes danser. La fumée monte lentement et se perd dans la nuit noire. Vos pensées tournent en rond. Dans votre monde, vous auriez appelé à l'aide. Vous auriez contacté la police, demandé de l'assistance, trouvé de la sécurité derrière des murs solides. Ici, rien de tout cela n'existe. Ici, la seule protection que vous avez, c'est la solidarité fragile de gens qui n'ont presque rien. Et la chance. Vous pensez aux journées passées. Vous revoyez la faim, les odeurs, les croyances, le langage difficile à comprendre, le forgeron, les tisserandes, les danseurs de la fête, l'enfant qui vous a tendu une pierre. Vous revoyez le visage du Seigneur, le sourire froid des chevaliers, la brutalité des mercenaires, et vous prenez conscience d'une réalité que vous n'aviez pas vraiment vue jusqu'à maintenant. Ce monde ne fonctionne pas comme le vôtre. Ce monde ne protège pas. Il endure. Il avance malgré la douleur, malgré les pertes, malgré les injustices. Un vieil homme s'approche de vous. C'est celui qui vous a appris vos premiers mots. Il s'assoit près de vous sans dire un mot. Ses yeux sont fatigués, mais calmes. Il prend une poignée de terre et la laisse glisser entre ses doigts. Vous ne comprenez pas totalement la signification, mais vous sentez que ce geste veut dire quelque chose comme « la vie continue, même quand elle nous échappe ». Vous baissez la tête, il vous regarde et pose une main sur votre épaule, très doucement, comme un père qui rassure un enfant. Ce simple contact vous touche plus que vous ne l'auriez imaginé. Le lendemain matin, le village se réveille lentement. Les dégâts sont visibles. Des sacs ont disparu. Certaines maisons ont été fouillées. Le jeune homme blessé garde le lit, entouré de sa famille. Malgré cela, les habitants reprennent leurs tâches. Les femmes rallument les feux. Les hommes partent chercher du bois. Les enfants aident à porter de l'eau. Le monde ne leur laisse pas le choix. Ici, la vie n'attend personne. Vous aidez où vous pouvez. Vous portez des seaux, vous ramassez des pierres, vous donnez un coup de main à réparer une porte cassée. Les gens vous regardent différemment. Peut-être parce qu'ils ont vu que vous ne vous êtes pas enfui. Peut-être parce qu'ils ont vu que vous avez partagé leur peur. Peut-être aussi parce qu'en survivant à cette journée avec eux, vous êtes devenu un peu des leurs. Au fil des heures, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez jamais perçu aussi clairement. Dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque mot, les habitants portent une force silencieuse. Une force humble. Une force née, non pas du confort, mais de la difficulté. Ils n'ont pas choisi cette vie. Ils n'ont pas choisi la faim, la peur, la guerre. Mais ils choisissent de tenir, de continuer, de vivre malgré tout. Alors une question vous traverse, douce mais lourde. Et vous? Seriez-vous capable de vivre ainsi? Seriez-vous capable d'endurer ce que ces gens supportent chaque jour? Vous marchez vers le ruisseau, seul. L'eau coule doucement, claire, froide. Vous vous penchez et regardez votre reflet. Vous voyez un visage que vous reconnaissez à moitié. Fatigué, poussiéreux, mais vivant, différent, changé. Comme si le Moyen-Âge avait imprimé sa marque sur vous. Une marque invisible mais réelle. Vous fermez les yeux et vous posez la question qui grandit en vous depuis le premier jour. Devez-vous essayer de rentrer dans votre monde? Ou devez-vous rester ici, dans ce temps rude mais vrai? La réponse ne vient pas tout de suite. Elle se forme lentement, comme un murmure au fond de votre cœur. Rester signifierait renoncer au confort, à la sécurité, aux soins modernes. Cela signifierait apprendre encore, souffrir encore, vivre chaque jour comme un défi. Cela signifierait accepter la faim, la maladie, la peur des hommes, les nuits froides. Mais cela signifierait aussi être entouré de gens vrais, de regards sincères, de petites joies simples, mais profondes. La nature, la terre, le feu, les étoiles, la solidarité rare mais précieuse, les liens silencieux, les moments de partage. Rentrer, si cela est possible, signifierait retrouver votre monde, vos outils,
votre famille, votre confort, vos repères, votre vie d'avant. Mais vous savez déjà que vous ne seriez plus tout à fait le même. Car une partie de vous restera à jamais dans ce village. Une partie de vous regardera les lumières modernes, en se souvenant du feu simple autour duquel vous vous êtes réchauffé. Une partie de vous cherchera dans les rues propres un souvenir des sentiers poussiéreux où des enfants riaient avec un morceau de bois. Une partie de vous écoutera le silence des murs épais en regrettant la brise froide qui traversait les cabanes. Vous rouvrez les yeux. Le ruisseau continue de couler. Les collines ne bougent pas. Le monde ancien vous entoure comme un manteau de pierre. Vous prenez une longue inspiration et la réponse s'impose enfin, douce, claire, certaine. Ce n'est pas le Moyen-Âge qui doit vous garder ou vous libérer. C'est ce que vous avez appris ici qui doit vous accompagner, où que vous alliez. Vous marchez vers le village. Le soleil monte dans le ciel, éclairant la vie qui reprend. Une femme vous fait signe de l'aider à porter un sac de grains. Un enfant vous montre un caillou brillant qu'il a trouvé. Un vieil homme vous donne un morceau de pain. Les gestes sont simples. Les sourires sont rares, mais sincères. Et vous comprenez alors que ce monde vous a offert un cadeau immense. La vérité brute de l'existence. La fragilité, la force, la peur, la joie, la survie, l'humanité à l'état pur. Vous vous asseyez près du feu et un calme profond vous enveloppe. Vous savez désormais que peu importe où vous ouvrirez les yeux demain, dans ce village ou dans votre propre lit, vous ne serez plus jamais le même. Et dans un souffle, presque un murmure, une dernière pensée traverse votre esprit. Si demain vous vous réveillez dans votre monde, que garderiez-vous du Moyen-Âge? Le courage, la patience, le respect du temps, le goût des choses simples? Ou peut-être le souvenir de cette question qui vous accompagnera toute votre vie? Et si, un jour, vous deviez recommencer tout à zéro, survivriez-vous? Ou deviendriez-vous quelqu'un de nouveau?